Les fêtes sont terminées et vive 2025. Et pour commencer cette année, rien de tel qu'une table ronde avec Jérémy qui nous parlera du support de l'accessibilité par Microsoft, Damien du service Azure Storage Action et sa gestion des blobs, Clément de Test Unitaire avec l'approche Golden Master et Laurent de la Trend 2025 de l'IA, l'intelligence artificielle agentique. Alors, devdevdev.net, épisode 62, c'est parti. Bien, bonjour et bienvenue pour ce 62e épisode de devdevdev.net, le premier de l'année 2025. Donc, bien entendu, bonne année, bonne santé à tous nos auditeurs. Et pour commencer cette année dans de bonnes conditions, je reçois Jérémy Janson, bonjour. Bonjour. Microsoft MVP, catégorie développeur technologie depuis 2010 et auteur du blog bugshunter.net. J'ai également Laurent Campé, bonjour. Il a un nouveau micro, mais il ne sait pas s'en servir. Depuis Noël, il n'a pas réussi à le faire marcher. Si, ça marche, apparemment tu m'entends, non? Oui, c'est bon. Donc, Microsoft MVP depuis 2003, catégorie développeur technologie, team leader et distinguished solution architect chez Innoveo. J'ai également Damien Van de Kerkhove, bonjour. Ah lui, alors ton micro il marche pas là, voilà, c'est mieux. Salut Richard, il y a un délai d'attente entre l'appui du bouton et la connexion au PC malheureusement. Voilà, Microsoft MVP depuis 2024, développeur technologie, software engineer chez Portima. Et donc en tant que Belge, j'ai eu un Belge hier pour lui souhaiter un bon anniversaire, notre ami merde, j'ai oublié son nom. De DevApps. C'est Denis Voituron. Oui, voilà, j'ai eu Denis Voituron hier pour lui souhaiter bon anniversaire. Je lui disais qu'il faisait beau et chaud chez nous, alors que lui, il était sous la neige. Et comme par hasard, aujourd'hui, il a fait -2. Alors je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais surtout ne parlez pas à des Belges, ils vous apportent la poisse. Et enfin, j'ai Clément Sagnier, bonjour. Bonjour. Donc développeur indépendant et voilà, dans la région, dans le nord-ouest, si je ne m'abuse. C'est ça, région normande. Voilà. Et Paris aussi, hein, c'est pas très loin. Ouais. Bien, pour commencer cette nouvelle année, juste des petites informations sur le podcast. Donc pour vous dire que en gros, on est entre 600 à 800 heures d'écoute par mois sur le podcast, donc ce qui est pas mal. Alors sachant que c'est pas, vous savez, c'est toujours le problème, par exemple pour YouTube, on dit qu'il y a les vues, mais les vues ça peut être sur simplement 10 secondes, 30 secondes du podcast et c'est considéré comme une vue. Là, c'est vraiment 600 à 800 heures d'écoute, puisque c'est le téléchargement sur Azure qui me donne les mégaoctets qui ont été téléchargés. En revanche, sur YouTube, pour l'instant, c'est bof de chez bof, puisque on atteint difficilement les 100 vues par vidéo. Donc je vous incite à aller sur YouTube, de vous abonner à la chaîne et de mettre des petits plus, de cliquer partout où il faut là, pour que la chaîne puisse décoller un petit peu plus. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec Jérémy qui voulait nous parler des nouveautés de .NET 9 concernant l'accessibilité. Ouais, plus particulièrement leur manque de nouveautés. Ouais. Moi je me suis intéressé à l'accessibilité et puis je me suis fait alpaguer à une paire de reprises depuis novembre concernant .NET 9 et l'accessibilité. Alors, pour rappeler la situation autour de notre plateforme et par rapport à l'accessibilité, aujourd'hui, .NET couvre tout ce qui est mobile, tout ce qui est web, tout ce qui est Windows et aussi en moindre mesure tout ce qui va être Xbox. Sur l'ensemble des plateformes, aujourd'hui, à ma connaissance, j'ai essayé de refaire le tour encore la semaine dernière, dans .NET 9, il n'y a pas de manque par rapport à l'accessibilité, d'où le fait qu'effectivement, il n'y a pas de nouveauté. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir de nouveaux usages qui vont se déclarer dans les prochaines années. Pour l'instant, il n'y en a pas, donc Microsoft, effectivement, n'avait pas de choses à rajouter, pas de normes, pas de support.
à nous mettre. Ça ne veut pas dire qu'ils ne travaillent pas l'accessibilité, c'est pour ça que je tenais à tout prix à aborder le sujet. En fait, au niveau de Microsoft, depuis bon nombre d'années, si vous faites attention, les petits patchs auxquels on a le droit tous les mois contiennent des correctifs. Et il se trouve que pour Microsoft, tout ce qui est problème d'accessibilité, tout ce qui est petit manquement dans .NET ou petite bourde, pour eux, c'est un bug. C'est un bug d'accessibilité, c'est un problème d'accessibilité. Donc, régulièrement, vous voyez apparaître dans le petit patch du mois des corrections pour l'accessibilité. D'ailleurs, si vous êtes attentif, vous vous rendrez compte que sur la partie .NET Framework, finalement, il y a aujourd'hui encore des correctifs. Et dans la plupart des cas, c'est des correctifs d'accessibilité. On a très très peu de correctifs liés au code. On se rend compte que Microsoft traite l'accessibilité au même niveau que tout ce qui va être correctif de sécurité. Donc aujourd'hui, si vous faites du .NET, vous vous intéressez à l'accessibilité, ne soyez pas en mode panique en vous disant Microsoft s'y intéresse pas. C'est même plutôt le contraire. Ils sont très très sérieux sur le sujet. Ils ont tendance à être plutôt réactifs et à traiter ça comme des vrais problèmes. D'accord. C'est une bonne chose. Ouais, c'est une bonne chose. Donc voilà le petit point que je tenais à faire, parce qu'on m'a posé à plusieurs reprises la question. Il n'y a pas de nouveauté, parce qu'en fait, de la nouveauté, on va dire en termes d'accessibilité, il y en a à peu près tous les mois, même si ce ne sont pas des nouvelles fonctionnalités. Donc voilà sur le sujet, pour que ce soit clair pour tout le monde, une bonne fois pour toutes. Okay. Sujet sérieux pris en compte. Ouf. Oui. Alors on va passer à Damien. On reviendra vers toi tout à l'heure parce que tu avais un autre petit sujet, Jérémy. Damien, toi, tu voulais nous parler d'un nouveau service sur Azure. De toute façon, alors là, il y en a tous les mois des nouveaux services. Et là, c'est le Azure Storage Action. Oui, Kizako. Effectivement. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un service qui est actuellement en preview, qui permet de réaliser diverses opérations sur les blobs. Alors, les blobs, on le sait, ça existe depuis 2009 sur la plateforme Azure de Microsoft, et ça offre la possibilité de stocker des blobs dans un storage account. Et un blob, c'est quoi? C'est différents types de fichiers, par exemple une image, un document, du contenu audio, vidéo, des journaux, etc. Enfin, plein de types de données. Et ces blobs sont organisés en fait dans des containers. Et un blob storage, ça peut contenir un nombre très très élevé et quasiment illimité de containers et un nombre quasiment illimité de blobs. Ce qui est une des fonctionnalités d'Azure qui est moins chère d'ailleurs. Oui, oui. Et justement, les coûts d'un blob storage, ça dépend principalement soit de la volumétrie, donc c'est-à-dire le nombre de téras qu'on a de blobs, soit de la fréquence des accès au blob. Et pour ça, comme Microsoft est sympa, Azure propose différents niveaux d'accès au stockage. On a le hot, le cool, le cold et l'archive. Alors les niveaux hot, cool et cold, ils sont qualifiés de online parce que ça signifie que les blobs sont accessibles immédiatement à la demande. La différence entre ces niveaux réside dans les coûts. En fait, le niveau hot, c'est le plus coûteux en termes de stockage, mais c'est le moins cher en termes d'accès, tandis que le cold, il présente le schéma inverse. En revanche, le niveau archive, il est considéré comme offline. Dans ce cas, si on a besoin d'accéder au blob, on va devoir attendre un certain temps avant de pouvoir y accéder. Alors, évidemment, l'objectif d'un storage account, c'est de gérer un grand volume de documents, ce qui rend complexe un petit peu la modification manuelle de ces niveaux d'accès pour chaque blob, suivant les règles que vous avez définies dans votre entreprise. Et heureusement, il n'y a pas besoin de recruter un stagiaire à plein temps pour gérer ça. Microsoft propose les management policies qui, au fait, automatisent la gestion des niveaux d'accès à nos blobs. Alors, ces management policies, c'est quoi? Ça permet, par exemple, de modifier automatiquement les niveaux d'accès au stockage ou même de supprimer des blobs dans certaines conditions. Donc, par exemple, lorsque la date de création remonte à plus de 2 ans ou lorsque le blob n'a plus été consulté depuis un certain temps. Et ces règles peuvent être appliquées de manière ciblée. Par exemple, on peut appliquer ces règles sur un préfixe spécifique, par exemple, sur tous les my-container / my-virtual-folder. Par contre, ces management policies, elles présentent quand même certaines limitations. Tout d'abord, elles s'appliquent au niveau d'un storage account. Ça signifie que vous devez créer un management policy par storage account. Et si vous avez la même management policy pour tous vos storage accounts, vous devez chaque fois répliquer vos management policy. Il y a aussi des limites. Par exemple, une règle, quand on définit une règle, on ne peut pas définir plus de 10 préfixes de blob. Et donc, ça peut restreindre la limitation dans des cas un peu plus complexes, d'utilisation.
On ne sait pas non plus, par exemple, dire, en tout cas, si on fait ça de manière automatisée, on peut franchement les ajouter facilement via des JSON plutôt que via le portail. Et si on fait de manière automatisée, c'est pas possible d'ajouter ou de supprimer une seule règle. C'est du one shot, c'est tout ou rien, quoi. Et donc Mhm. forcément, il y a toujours des risques. On sait très bien qu'entre notre infra as code et la réalité, il peut y avoir des drifts. Et le tout ou rien, le drift, il va sauter, quoi. Et au fait, on a été confronté à ces limitations et c'est ce qui nous a poussé à chercher une solution alternative. Et c'est comme ça que j'ai découvert au fait ce service qui s'appelle Azure Storage Action. Alors, c'est quoi? C'est un service serverless d'Azure qui permet d'effectuer des opérations sur nos blocs, mais à travers l'ensemble de nos storage accounts. Alors, j'avais dit dans l'email qu'il était nouveau. Alors, il n'est pas tout à fait nouveau parce je pense qu'il est disponible depuis le début 2024. Mhm. Mais il est quand même toujours en version preview, donc voilà, j'ai mis nouveau. Et ça veut dire qu'il n'est pas non plus accessible dans toutes les régions. Alors, comment il fonctionne? Il fonctionne sur un principe de tâche, et une tâche est composée de conditions, d'opérations et d'affectations. Alors, les conditions, c'est un ensemble de clauses, donc une ou plusieurs, qui définissent un peu les critères. Par exemple, ça peut, la clause ou la condition peut être vérifier si la date est antérieure à 2 ans, si le nom du bloc il commence par un certain préfixe, ou même si le bloc il contient un tag avec une valeur spécifique, si le bloc il dépasse un certain seuil de bytes, ou encore plein d'autres propriétés. Et on a même la possibilité d'en mettre plusieurs. Et évidemment, c'est bien au-delà de 10 qui sont imposés par la management policy. Alors, j'ai pas trouvé la limite. J'ai essayé d'en ajouter le maximum que je pouvais via l'interface et je n'ai pas trouvé la limite. Et en plus, on peut les combiner avec des règles de type AND et OR pour vraiment avoir une logique bien plus flexible. Et on a aussi la possibilité, en fait, elles sont exécutées dans l'ordre dans lequel on On les définit écrit. Mhm. nos conditions. On les crée, mais pas seulement, parce qu'en fait, on peut faire un drag and drop si on souhaite changer d'ordre via le portail. Donc ça, c'est les conditions. Après les conditions, on a les opérations. Ce sont les actions qui sont appliquées au bloc, qui vont remplir les conditions. Ces actions, elles ne vont pas se limiter uniquement au niveau d'accès old, cold, code, etc. Alors j'en ai parlé parce que c'est l'exemple que j'ai rencontré personnellement où on a vu une limitation. Mais on peut également définir des règles pour supprimer des blobs, pour par exemple ajouter automatiquement des tags sur des blocs, pour ajouter automatiquement des policies d'immutabilité et bien d'autres choses. Et on a même la possibilité de faire plusieurs opérations sur nos blocs qui correspondent à nos conditions. Et ça, c'est justement, c'est sur l'ensemble de tes storages. Tu peux faire Alors, ça. et justement, c'est là que vient. Donc, je vais parler de conditions d'opération et d'affectation. Et au fait de l'affectation, c'est là où on va les définir. OK, tous les blocs qui correspondent à ces conditions, tu fais telle opération sur les storage accounts que je vais t'affecter. Donc les affectations, ça permet de spécifier les storage accounts ou des sous-ensembles de celles-ci sur lesquels notre tâche va s'exécuter et aussi définir à quelle fréquence elle va s'exécuter. Un peu de la manière dont vous prévoyez des réunions de Outlook, où vous dites voilà, Mhm. tous les 2 semaines, tous les jours à 6 heures, etc. À savoir qu'après chaque exécution, il y a un rapport CSV qui est généré pour récapituler un petit peu l'exécution de la tâche et qu'on a aussi un suivi d'exécution des tâches qui est disponible et qui permet de monitorer facilement le bon déroulement ou d'identifier d'éventuels problèmes. Oui, il y a la cam qui déconne, c'est pas très grave. Alors, Pour si vous charger tes... voulez voir, il faut aller sur YouTube du coup. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce service, mais pour ma part, je le trouve très pratique et prometteur, même s'il est toujours en preview, parce que il offre une flexibilité plus grande dans la gestion des blob storage que ce qui est disponible actuellement. Ouais, Et par exemple, tu peux très bien imaginer, tu as un blob storage, tu dis si l'ensemble des documents qui sont dans mon blob storage, ils ont plus de 2 ans, alors déplace-les dans un autre blob storage qui est de type archive, quoi. Alors, je n'ai pas vu le déplacement vers un autre blob storage. Par contre, tu peux très bien, dans ton blob storage, modifier le niveau d'accès. Si tu es dans hot ou cold, tu peux très bien le modifier à archive, parce que dans un même container, tu Mhm. peux avoir différents niveaux d'accès. Donc, tu peux le laisser D'accord. dans ton container et passer au niveau archive. Ouais, donc c'est super pratique, quoi. Ça permet d'optimiser en plus les coûts, quoi.
Petite Oui, question ce que bête. faisait déjà le management policy, sauf qu'ici, en fait, on a plus de possibilités. Ouais, plus Ouais. flexible. Ouais, mais est-ce que tu peux t'en servir, par exemple, pour rediriger directement ta donnée? Imaginons quelqu'un pousse un fichier, puis finalement tu dis celui-ci ne respecte pas certaines policies, je vais le déplacer. Actuellement, je n'ai pas vu cette possibilité lorsque j'ai effectué mes tests qu'on a effectivement pour l'instant effectués de façon lab, parce qu'on ne va pas mettre en production vu qu'on est toujours en preview, mais je n'ai pas vu cette possibilité, non. C'est Oui, vraiment parce que modifier les propriétés du blob sans le bouger de son container. Ouais, parce que l'exécution, entre guillemets, enfin l'application des filtres se fait de façon régulière. Enfin, c'est toi qui définis, elles se font toutes les Oui, X c'est ça. minutes ou X. C'est pas proactif par rapport à la création d'un blob ou la suppression ou ce genre de choses. C'est ça. Ouais, D'accord. ça veut dire qu'il faut quand même avoir aussi une logique derrière pour potentiellement indiquer si on change, par exemple, directement un stockage, quoi. Tu passes d'un compte de stockage à un autre, imaginons. Mhm. Oui, tu dois modifier ton affectation, effectivement. Ouais, D'accord. ça peut être intéressant, mais il faut effectivement faire un petit tour des limites avant, quoi. Oui, mais en fait, alors, enfin, par rapport aux problèmes qu'on a rencontrés, ça a soulevé les limites que nous avions avec le management policies. Et donc, en fait, c'est quand même plus flexible que ce qui existe déjà aujourd'hui. Mhm. D'accord. Ok, bon, moi je ne connaissais pas du tout ce service. Intéressant. Bah, il y a toujours plein de trucs là sur Azure. Là, il faudrait un jour qu'on essaye de voir le nombre de services différents qui existent. Il faudrait Alors, presque faire un épisode, réduire les coûts sur Azure, parce qu'il y a plein de Ouais, solutions pour les réduire, hein. ouais, Et un peu de FinOps. ouais. ma première formation que j'ai eue pour ma migration dans Azure, et c'était en 2016-2017, le gars a commencé en lui disant il est strictement impossible pour une personne de connaître tous les services qui existent dans Azure. Ouais, ouais. C'est vrai. Au début, on avait les blobs, les tables, et, et puis les sites web. Bien, ben écoute, merci Damien. On va passer à Clément. Alors Clément, il a un sujet. Il a parlé, il m'a cité le nom de son sujet. J'ai absolument rien compris. Donc, Pas de souci, pas de souci. Alors, du coup, je vous propose de parler de Golden Master. C'est une technique de refactoring. Parce qu'on parle souvent de bonnes pratiques dans le code, de TDD, du testing et tout ça, mais on ne fait pas toujours du build, on ne fait pas toujours des nouvelles features. Des fois, il faut rentrer dans le code legacy d'application et souvent, on s'arrache quand même les cheveux dès qu'il faut toucher à une méthode ou une fonctionnalité. Ça peut être très compliqué. Et donc, il y a une technique qui s'appelle la technique du Golden Master qui peut éventuellement vous sauver la vie. En fait, cette technique, elle est parfois un peu contre-intuitive ou pas, ça dépend des moments, mais on part du postulat que ce qui est sur, par exemple, une méthode ou une fonctionnalité, ce qui sort de cette fonctionnalité est forcément la vérité, et forcément c'est quelque chose qui fonctionne, une fonctionnalité qui est implémentée depuis 15 ans, qui n'a jamais eu de bug, c'est-à-dire qu'en sortie, c'est forcément quelque chose qui fonctionne. Et donc on va se servir de ça pour justement observer le comportement du système, observer le comportement de la feature pour essayer de voir ce qu'on a en sortie et essayer de reproduire ce qu'on a en sortie. Et donc, c'est très intéressant parce que on va essayer de s'assurer que le comportement qu'on avait avant est toujours le même, quel que soit le refactoring qu'on va faire. Et donc, ça va nous permettre de comparer finalement les sorties en fonction du refactoring. C'est-à-dire qu'on va catcher à la base une méthode comment dire, qui est utilisée et quels sont par exemple un tableau, je sais pas, un tableau de données par exemple, ou un, un objet qui est modifié par telle ou telle fonctionnalité. Et ben on va prendre en entrée
certaines caractéristiques, et puis on va regarder en sortie qu'est-ce qui se passe, quel est l'état de l'objet en sortie. Et donc ça, on va le sauvegarder, et avec ça, du coup, on va pouvoir essayer de commencer à toucher à la fonctionnalité. Et si on se rend compte qu'on a une erreur parce que la sortie n'est pas la même qu'avant, et bah, du coup, en fait, on n'est peut-être pas sur le bon chemin, ou on a peut-être cassé quelque chose. Et c'est là où, en fait, ça va être très intéressant, c'est qu'on va pouvoir soit revenir en arrière, soit essayer d'aller un peu plus loin. Et ça va nous permettre d'améliorer notre partie refactoring. Alors, le Golden Master, c'est aussi connu sous le nom de Characterization Testing, l'approval testing ou le snapshot testing, ça dépend, suivant le nom que vous lui donnez. Et c'est vraiment très intéressant quand vraiment on a besoin de toucher à du code legacy où on n'a pas de test et où on n'a pas de doc, parce que souvent c'est un peu les deux, et c'est pas toujours évident de toucher dans ce code. Donc les avantages, ça va être bien sûr de sécuriser son refactoring, de pouvoir avoir vraiment un test qui va nous permettre de bien comprendre comment fonctionne vraiment la feature, qu'est-ce qu'on doit avoir en sortie sans forcément comprendre toute l'implémentation derrière. Ce qui m'est déjà arrivé de travailler sur des méthodes qui font 500 lignes, et du coup, voilà, avec quelques propriétés en entrée, on changeait totalement ce qu'on avait en sortie. Donc, on va essayer de détecter automatiquement tout ce qui va être régression et essayer de simplifier finalement ce qui peut être complexe. Alors attention, parce que quand on a vraiment des grosses méthodes à refactorer, des fois on peut passer beaucoup de temps à faire des tests. Ça m'est déjà arrivé d'en faire 10 à 15 tests pour avoir vraiment la couverture de code qui me permet de savoir que je suis passé vraiment dans toutes les ramifications avec des if, des else, des for each ou ce genre de choses. Et donc, du coup, voilà, ça peut être assez lourd à mettre en place. Mais une fois que tout est bien couvert, qu'on a tous nos tests, et ben c'est là où ça va être super simple parce qu'on n'a plus qu'à modifier le code, que simplifier le code, cleaner le code. Voilà. Alors, par contre, effectivement, il y a certaines limites. Il faut forcément qu'on ait un objet en sortie, ou alors il va falloir adapter le code pour aller chercher les modifications de l'objet. Ça m'est déjà... Oui, j'allais dire, la difficulté, c'est de savoir quel est l'état en entrée et quel est l'état en sortie. Parce que si tu as une méthode qui fait juste, qui doit te retourner un résultat, bon, tu regardes le résultat, mais s'il change l'état, par exemple, de la classe dans laquelle elle est, ou l'état d'autres objets, d'autres entités, il faut que tu saches que c'est... Tout à fait. C'est un peu les limites, mais... dans des cas où on a vraiment des données qui sont sorties. Alors, on peut aussi avoir des implémentations qui peuvent nous permettre d'aller chercher peut-être la modification en base si on veut regarder ce qui se passe quand on enregistre un objet et les modifications qu'on lui apporte avant l'enregistrement ou ce genre de choses. Ça, c'est possible puisque, en fait, en .NET, on a quelques librairies qui existent, et notamment une librairie qui s'appelle Approval Test et qui nous permet de simplifier un peu tout ça. Il y a tout un moteur en fait qui va permettre de gérer la différenciation, par exemple. On va pouvoir enregistrer dans un fichier texte en premier lieu, quand on va lancer la première fois le test, on va pouvoir enregistrer sa sortie, et puis une fois qu'on va relancer le test, et bien là il va nous donner le comparatif en nous disant c'est bon, mon test il est vert, tout est bon, ou attention, il y a cette ligne-là, ou cette partie-là du fichier qui a changé, donc c'est que tu as sûrement touché quelque chose qui est problématique. Et donc, on a vraiment une comparaison visuelle. Alors, c'est Approval Test. On peut l'utiliser avec du XUnit, du NUnit, du MS Test. Donc, ça reste des tests que l'on a l'habitude de faire, sauf que on va appeler la librairie pour lui dire de vérifier la sortie, et notamment, alors souvent, c'est souvent du string, soit du CSV, du JSON, du XML, si on veut vraiment comparer des objets. Ça peut être des tableaux, si on veut faire un tableau. Enfin, voilà, c'est juste qu'on va avoir une sortie et lui va faire une différence toute bête. Et c'est ce qui va permettre de simplifier un refactoring sur plusieurs
sur comment dire, des méthodes qui peuvent être vraiment complexes parfois. Alors, effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, il peut y avoir des cas où c'est intestable. C'est comme tout. Voilà, c'est comme tout. C'est-à-dire Ouais. que on peut éventuellement faire quelques ajustements avant pour voir si on peut pas sérialiser certains objets ou les comparer. On peut essayer de sortir un morceau de code pour dire bah, finalement, je vais pas tout tester, mais vraiment que cette partie-là. Mais en tout cas, ça met vraiment, c'est vraiment pratique et ça met vraiment à l'aise quand on doit refaire certaines parties de code, qu'on doit simplifier aussi certaines parties de code. Comme je disais tout à l'heure, hein, ça m'est déjà arrivé de devoir toucher à des fonctionnalités, enfin une fonctionnalité une méthode qui faisait 500 lignes, à l'extraire, la mettre dans un fichier et puis après faire vraiment quelque chose de beaucoup plus clean, beaucoup plus parlant en termes de code. Une fois qu'on a fait tous ces tests, que tout est bon, après on peut éventuellement repartir dans un cycle de TDD normal où on va tester d'une autre manière le code que l'on a fait. En C#, je sais qu'il y a d'autres librairies que j'ai déjà vues. Il y a notamment la librairie qui s'appelle Verify, qui fait un peu la même chose. Donc il y a plusieurs librairies qui existent qui font ça, sachant qu'Approval Test, je crois, reste la librairie la plus connue pour faire ce genre de choses. Il y a un plugin sous Visual Studio, il existe même sous Rider aussi. Donc du coup, voilà, comme ça nous permet d'avoir quelque chose de visuel, mais après ça reste un fichier texte, en fait, enfin 2 fichiers texte qu'il faut analyser. Donc n'importe quel logiciel de différence de fichiers peut faire la même chose. Et Approval Test, là, c'est gratuit ou c'est oui, c'est gratuit. C'est un projet package, open source. Ouais, c'est un projet open source. Je crois que il y a une personne qui maintient le projet et c'est toujours maintenu et il y a même, en fait, Approval Test pour du .NET, mais si vous faites du Python ou du Java ou du C++, il y a aussi une librairie qui existe, qui est aussi maintenue pour ce genre de technique. Ok, bon, super. Moi, je connaissais pas. Vous connaissiez, vous ou... Non, ouais. Damien? Non. Moi, je connaissais, mais j'aurais dit Approval Test, je connais pas. Je connaissais Verify. J'aurais pensé que c'était la librairie la plus connue. Peut-être parce qu'il y avait pas mal de buzz à un moment. Je sais pas, mais j'en sais rien en fait. Par contre, Golden Master, je connaissais pas le terme. Je connaissais Snapshot Testing, mais Golden Master, j'avais jamais entendu. J'imagine parce que moi, j'ai jamais vraiment eu ce genre de cas où il n'y avait pas de test et de ce genre de choses, quoi. Donc. Ouais, toi, tu testes tout, toi. Ouais, je teste tout, c'est vrai. Ok, bon. Ça me fait très fortement penser au projet Scientist de GitHub. Et donc, en fait, c'était exactement ça. Projet Scientist de GitHub, mais ça date de 2015-2016. Et en fait, l'idée, c'était faire tourner en parallèle le legacy code et le code refactoré et comparer les résultats. Ouais, mais c'était différent parce que c'était en live sur des systèmes. Oui, mais je veux dire, le principe tu lances de des tests ou des trucs comme ça. C'est vraiment en live. Ils faisaient tourner une partie du système dans l'ancienne façon de faire, dans la nouvelle façon de faire, et ils comparaient à l'aide de Scientific les sorties des systèmes, quoi, en fait. Mais c'est vrai que l'idée, elle semble assez similaire, mais à différents niveaux. Quoi. Tout à fait. Ouais. Ok, bon, mais écoute, merci Clément. Et Laurent, puisque tu parles là, toi, tu voulais nous parler encore d'intelligence artificielle? Oui, encore et toujours. Ouais. Mais d'un autre sujet qui me tient à cœur. De toute façon, tout épisode, il faut qu'il y ait de l'intelligence artificielle, sinon on n'existe pas. On est old school, sinon. Ouais, voilà. Exactement. devdevdev.net. Richard Clark. Bon, comme vous le savez, j'ai pas mal de tribulations dans le monde de l'AI. J'utilise souvent .NET Aspire pour ça. Et aussi Distributed Application Runtime, Dapper. En plus de Semantic Kernel et Ollama, parce que je veux faire tourner ça sur ma machine plutôt qu'utiliser des services où il faut payer quelque chose pour le moment.
T'as vu, il y Et a Nvidia qui a sorti une petite machine là, qui est assez ouais, intéressante. 3000 $. Ouais, bah oui. Ça va, ouais. Après, il faut Ouais. voir ce qu'il peut faire tourner, mais apparemment, il peut faire tourner des gros modèles jusqu'à Ouais. 200. On va voir ta facture avec Azure. Hmm, On en reparle après. ça Bon, marche. oui, vas-y. Et donc, j'ai pu jouer à GitHub Workplace, à pas confondre avec Workspace, que je vais certainement mixer les deux parce que ça m'arrive tout le temps. Donc, GitHub Workplace, l'idée, c'est de partir, par exemple, d'une GitHub issue, donc un ticket qui va spécifier un requirement, enfin des besoins. Et on va pouvoir partir de ça et on va interagir avec différents agents qui vont nous permettre d'implémenter dans notre repo GitHub les changements du code ou si on part de rien, créer un nouveau projet à partir de descriptions textuelles. Et donc ça va utiliser ce qu'on appelle des agents intelligents et ils vont interagir entre eux. Donc c'est ce qu'on appelle AI Agentic. C'est le gros sujet de 2025. Vous en entendrez parler, enfin vous en entendez déjà parler depuis un petit moment chez Microsoft et chez d'autres. Et donc ça permet c'est assez bluffant parce qu'on va pouvoir faire du brainstorming où on va être aidé par un agent qui va être, je sais pas, le project manager ou quelque chose comme ça. Il y a un autre agent qui va écrire du code, il y a un autre agent qui va faire une review du code, etc. Et tout ce petit monde-là interagit et permet d'aller depuis un besoin vers du software, quoi. Et puis on peut appliquer ça et ces idées-là sur pas mal de situations dans tout ce qui est business, quoi. C'est pas que du soft. Pourrait avoir ça dans un processus de vente ou d'acquisition ou je sais pas, d'assurance et ce genre de choses, quoi. Donc je me suis demandé, ok, c'est sympa leur système et c'est sympa tous ces trucs-là, mais j'aimerais un peu voir comment je pourrais implémenter ça euh, pour voir un peu et comprendre comment ça pourrait marcher, quoi. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, Dapper, ce serait un bon candidat. Il a un concept déjà d'agent qui est autonome, qu'on peut appeler, on va dire, je sais pas, toi, tu es un agent développeur, tu sais écrire du C# et ce genre de choses. Et il a aussi un autre concept qui est les workflows, qui est donc un workflow engine qui va permettre de décrire des workflows business. Donc, mais aussi, il y a tout ce qu'il y a comme composant Dapper, comme pour gérer du state store. Donc, pourquoi du state store, ça pourrait être intéressant? Eh ben, mon agent, il a certainement besoin d'avoir de la mémoire et de sauver un peu ce que je lui ai déjà demandé, ce qu'il a créé, etc. Ou un résumé de ça, en tout cas, pour pouvoir revenir sur ses pensées, entre guillemets, AI. Mais aussi, Dapper permet d'avoir ce qui est les composants PubSub, donc qui vont pouvoir communiquer entre eux en utilisant ce genre de système. Et ce qui est très intéressant avec Dapper, c'est aussi que on va pouvoir prendre ces composants qui sont en fait juste une API, mais l'implémentation derrière, on va avoir différents composants. Par exemple, le PubSub, on va pouvoir utiliser Kafka ou RabbitMQ ou je ne sais pas quel service, Azure ou Amazon, etc., et les remplacer. Et donc, on va avoir une espèce de layer de couches où on va pouvoir avoir une abstraction de ces détails d'implémentation d'infrastructure et utiliser tout ça dans nos agents ou dans nos workflows, etc. Donc, j'ai commencé à jouer un peu avec cette idée-là et implémenter ça en .NET jusqu'au jour, en fait, où j'ai vu que lors du Dapper Day, en octobre dernier, j'ai découvert un outil qui s'appelle Floki, qui construit exactement ces idées-là basées sur Dapper. Donc, je me dis, tiens, l'idée, elle n'était pas si mauvaise que ça. Apparemment, je ne suis pas le seul à avoir eu cette idée. Donc, et c'est beaucoup plus avancé que ce que j'avais en tête, etc. Et ça permet de construire ce qu'ils appellent des workflows agentiques basés sur Dapper.
Et en début janvier, là, le 8 janvier, il y avait ils font toutes les 2 semaines un Dapper Community Call. Et l'auteur de ce framework ou de cette application, Floki, a de nouveau présenté l'avancée entre ce qui avait été présenté en octobre et en janvier, là. Donc, c'est deux, je mettrai les liens, je te filerai les liens, Richard, c'est deux vidéos qui sont très intéressantes si ça vous intéresse ce sujet-là. À savoir que Floki est basé en Python, donc peut-être pour l'audience .NET, pour l'instant, c'est pas encore ce qu'on espérait. Donc Floki, qu'est-ce que c'est? C'est un projet open source qui permet d'expérimenter avec des agents autonomes basés sur les LLM. Ok. Donc, il fournit des outils pour créer, orchestrer et gérer des agents tout en se connectant de manière transparente aux API d'inférence LLM. Donc ça, c'est encore une fois, c'est aussi intéressant parce que je vais pouvoir avoir du Ollama, du OpenAI, Claude, etc. On pourra remplacer en fait ces composants-là et configurer notre système vraiment dynamiquement, quoi. Comme je l'ai dit, c'est construit sur Dapper, avec un modèle de programmation unifié qui simplifie tout ce qui est microservices et qui prend en charge les flux de travail déterministes et les interactions basées sur les événements. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour ce qui est des agents, parce qu'il y a des agents qui vont communiquer avec des humains de façon, un événement, il y a un événement qui se passe, c'est-à-dire je vais taper quelque chose, ça envoie un événement, l'agent va réagir, mais il y a aussi des agents qui vont interagir entre eux ou réagir à des événements qui sont complètement non interactifs avec un humain, une prise de décision, je ne sais pas moi, sur un événement, ou monter en température d'un système, ou genre de choses, je ne sais pas quoi imaginer. Et donc, il utilise aussi le modèle d'acteur virtuel de Dapper, et donc de permettre d'avoir des entités indépendantes et autonomes qui traitent les messages de manière séquentielle. C'est-à-dire qu'en gros, ce que tu faisais par le code jusqu'à présent avec Dapper, t'as un système intermédiaire qui utilise des LLM pour interagir. Je dirais plutôt que c'est la fondation, si tu veux, ça utilise les basiques, les briques Lego de Dapper, mais ça crée une abstraction au-dessus qui vont te permettre de créer des agents AI qui vont pouvoir interagir entre eux. Donc, toi, quelque part, quand tu écris ton agent, tu t'en fous qu'il utilise Dapper derrière, qu'il y ait de la tolérance à la faute, et ce genre de choses. Ça, c'est les briques de base qui vont te fournir tous ces services-là. Toi, tu veux un agent, tu veux pouvoir le décrire avec le moins de code possible. Et en fait, Floki te permet de faire ce genre de choses-là pour ce qui est agent et pour ce qui est aussi business workflow. Et donc, par exemple, pour l'interaction entre deux agents, il va utiliser PubSub de Dapper. Mais toi, derrière, tu veux dire mon agent développeur, et son code, il est reviewé par mon agent code review, par exemple. Et donc, eux, après qu'ils utilisent Dapper, c'est limite transparent pour toi, quoi. C'est vraiment des couches plus basses. Ok. Ouais, donc ça permet en fait, Floki permet d'explorer tout ce qui est les flux de travaux agentiques et c'est les composants de Dapper qui permettent au système multi-agent de collaborer, de se développer. Donc une fois de plus, comme j'ai dit, c'est du Python pour l'instant, mais je pense que les concepts pour comprendre en fait ce qui se passe dans ce domaine-là sont super intéressants, parce que ce qui vous ramène aussi Dapper, c'est toute cette idée de scalability, de montée en charge de systèmes, de distribution des systèmes et ce genre de choses-là, quoi. Il existe quelques alternatives, une qui est plus vieille, qui s'appelle AutoGen, qui vient de Microsoft, qui a une implémentation Python et aussi une implémentation .NET. Et je pense mais je ne suis pas encore vraiment sûr, parce que je n'ai pas encore assez de documentation là-dessus. Il y a l'équipe de Semantic Kernel qui a sorti un framework qui s'appelle Process Framework, qui permet de créer, en tout cas, une partie workflow
avec des possibilités de mettre des bouts de LLM et de function calling, ce genre de choses dans un workflow qui sera basé aussi de façon transparente sur Dapper ou sur Microsoft Orleans. Donc des projets à observer si vous êtes dans le monde de l'AI, si la partie agentic qui est le gros sujet de 2025, on va dire, vous intéresse. Je vous encourage à regarder ces projets-là. Voilà. Ok, bon, bah super. Je t'avouerai franchement que j'ai pas tout compris. Ok, bah c'est que j'étais pas assez clair alors. Bon, Laurent, petite question. Quand est-ce qu'on peut brancher ça sur un Home Assistant alors? Bonne question. Alors, je regardais une vidéo de. Enfin, j'ai participé à un Twitch. Enfin, j'ai regardé un Twitch d'un copain de Lyon là. Ah, le nom m'échappe comme toi, Richard, avant. Ouais, c'est c'est l'âge. C'est ça, c'est exactement ça. Et en fait, il parlait de. Je crois que ça s'appelle MCP maintenant, je sais plus. En fait, c'est une standardisation des composants pour appeler des fonctionnalités externes à travers un LLM. C'est un peu comme les function calling, mais c'est vraiment standardisé. Et puis, on peut dire, tiens, qu'est-ce que tu supportes, etc. Et j'ai vu qu'il y avait, en lisant un peu plus pour essayer de comprendre un peu tout ça, j'ai vu que Home Assistant était un des protocoles qui avait un plugin, donc apparemment on peut interopérer avec Home Assistant. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Je sais pas. Certainement, tu peux lui dire, je sais pas, allume la lumière dans ma chambre ou ce genre de choses, quoi. Ok. Voilà. Bon, voilà, la page IA est terminée. Et pour terminer justement cet épisode, Jérémy, tu avais un micro sujet sur Azure DevOps aussi. Ah, on va parler d'agents. Micro sujet, oui. Sur Azure DevOps, alors, je sais pas si tout le monde y fait attention parce que tout le monde ne gère pas forcément cette partie-là. Tout ce qui va être test, build et déploiement. On a besoin d'agents. Donc l'agent Azure DevOps, c'est une petite application, c'est un petit script qui nous sert à la déployer. Ça se met à jour tout seul sur Azure DevOps. Et ça va nous permettre effectivement de faire pas mal de choses sur les serveurs. Donc ce que je viens de résumer, la build, le test et puis le déploiement. Et habituellement, Microsoft nous pousse pas mal de mises à jour. Et il se trouve que depuis novembre, il y a une paire de pré-release qui avance pas beaucoup. Et dedans, il y a un tag qui fait fureur, mais pas sur Azure DevOps, c'est marrant. ARM64. Ils sont en train de nous préparer un agent pour ARM64 donc, depuis la fin novembre. Donc, wait and see. Super, intéressant. Bah, je sais pas. Ça m'interpelle. Est-ce qu'on va l'utiliser pour du déploiement? Est-ce qu'on va l'utiliser pour la build? Il n'y a pas beaucoup d'outillage pour la build sur ARM64, donc je suis un peu circonspect là. Je me dis tiens, sympa, mais tu penses pas que ça va être utilisé pour builder en ciblant justement l'ARM64? Ça peut, mais là on est en train de cibler du matériel. Enfin, aujourd'hui les gens ils partent sur du cloud pourquoi? Pour plus se poser ce genre de questions. Ouais, la question elle se pose encore pas mal. Hein. Ouais, non, mais aujourd'hui sur du ARM64, ça va concerner qui? Les 3 personnes qui ont acheté les copilotes PC, non? Ouais, pour faire leur développement. C'est ça. Mais sorti de ça, pour faire des applications. Ouais, mais si tu veux déployer une application qui est directement compilée sur ce processeur-là, je pense que tu as besoin justement d'avoir un processeur. Tu peux pas targeter être sur du x86 et targeter de l'ARM. Je crois pas que c'est possible. Enfin, je suis pas à 100% sûr. Mais... Oui, ils vont peut-être sortir une nouvelle gamme serveur qui vont remplacer certains de leurs serveurs ou du Docker ou ce genre de choses qui vont t'obliger à passer du... Ok. Moi, j'attends de voir les usages en fait. On sait que ça va sortir. C'est discret, ils en parlent pas du tout. Par contre, ça apparaît effectivement dans les previews. Ok. Bon. Sinon, juste... Oui, vas-y. Comme ça, je me ferai pas allumer, mais le nom de
Philippe Charrière. D'accord. C'est quelqu'un qui Ah, parle ouais. pas mal de DA qui a un Twitch qui est Ah bah super oui, Philippe, intéressant. oui, oui. Voilà, le nom vient de me revenir. Oui, bien Bien. sûr. Bon, eh ben écoute, tu vas pouvoir rentrer dans ta maison de vacances. Écoutez, merci beaucoup pour ce 62e épisode. Et puis, écoutez, à une prochaine fois. Ciao tout le monde. Salut. 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 Salut.